Bonjour à tous, bonjour Bernard. Bonjour. Aujourd'hui, Santé Plus est consacré à l'addiction à l'alcool. Avec nous sur le plateau, bonjour Dr Lovenstein, vous êtes président de SOS Addiction, interniste et addictologue. Le mois de sans alcool, le Dry January en anglais, vient de s'achever. Quelle est sa finalité ? La finalité, on devrait dire les finalités, parce qu'il y a plusieurs objectifs. D'abord, passer un mois sans alcool pour savoir si on en est capable. Donc faire le point sur sa consommation, surtout en France où c'est tellement normal de boire tous les jours, que déjà se poser la question de qu'est-ce qu'un quotidien sans alcool, est-ce que je suis obligé de boire tous les jours, c'est déjà une bonne question. Faire le point. Le deuxième objectif, il est que quand on fait une pause, ne serait-ce que quelques semaines dans l'année, eh bien la consommation générale de toute l'année a tendance à diminuer. En fait, c'est comme si on pouvait retrouver une forme de souffle et de rythme plus lent. Donc ces deux principaux objectifs, savoir où on en est, est-ce qu'on est alcoolo-dépendant, est-ce qu'on est capable de vivre sans alcool ? Juste cette question-là qu'on pourrait se poser pour le tabac, pour d'autres drogues. Et deuxièmement, quand on fait ça, on est sûr d'une chose. Notre vitesse de croisière, du point de vue consommation alcool, sera ralentie pour toute l'année. Est-ce que la France est un des pays où l'on boit le plus ? Oui, la France n'est pas le pays où on boit le plus dans le monde. On est déjà champion du monde des benzodiazépines, des antidépresseurs, du cannabis, à peu de choses près, etc. Donc on n'a pas tous les titres, mais on est très au-dessus, en effet, de la moyenne européenne et même mondiale. Il y a d'autres pays qui nous dépassent, mais on a une culture française qui nous pose évidemment le souci principal, c'est-à-dire que quand on veut alerter contre les méfaits de l'alcool qui intéressent quand même 15% de notre population adulte, on a 85% qui disent « mais moi je vais très bien, qu'est-ce que vous nous embêtez, qu'est-ce que ça veut dire, je ne veux pas aller au couvent de l'abstinence ». Il faut qu'on trouve juste une méthode pour expliquer qu'on boit trop, que ça entraîne trop de cancers, trop d'accidents vasculaires cérébraux, trop de maladies, et que surtout, pour être un bon vivant, mieux vaut être vivant. Justement, les recommandations de l'OMS, celles auxquelles il faudrait se conforter pour éviter cette consommation, exactement, quelles sont-elles ? Alors après des années de méta-analyse, je ne suis pas un fan de l'OMS et différents bureaux de ceci, mais là je dois dire qu'enfin, un peu de clarté et de consensus font du bien. Pas plus de 2 verres par jour et pas tous les jours, pour être la formule qui résume. On peut le dire autrement en France, on dit « dépassez pas 10 unités d'alcool ou 10 verres, peu importe, 10 verres par semaine ». Donc voilà, ça peut être 5 jours à 2 verres, mais ça suppose donc qu'il y a 2 jours sans boire dans la semaine. On n'est pas obligé de boire tous les jours. Et surtout, il faut que cette idée de 10 verres dans la semaine, maximum pour avoir aucun risque, finissent par pénétrer l'esprit de nos citoyens et compatriotes. Il y a quelque chose quand même qui est très gênant en France, c'est cette sorte de connivence ou de complicité entre les pouvoirs publics et les producteurs d'alcool. Comment luttez-vous contre cette connivence ? Alors, on lutte, mais on ne gagne pas. Vous l'avez eu très clairement, que ça soit à l'Élysée, c'est pas un conseiller santé abstinence qui y est, que ça soit au Sénat, qui a une très très belle cave, et puis vous avez qu'à regarder la tête de nos sénateurs. Manifestement, ils ne sont pas pour la publicité de ne pas trop boire. Certains ont quand même quelques signes d'abus d'alcool depuis déjà fort longtemps. On a du mal, pour vous répondre directement, Bernard, et on essaye d'expliquer que l'idée, encore une fois, n'est pas de faire rentrer tout le monde au couvent de l'abstinence, mais au contraire de protéger les personnes pour que cette convivialité, pour que ce plaisir d'être à la française, cette culture, ne soit pas perdu en étant malade ou par des violences ou par des accidents de la voie publique ou par des drames au travail ou dans sa famille. On a ça qui, encore une fois, se résume à se dire « c'est génial de boire en effet sans perdre le contrôle, mais encore faut-il qu'on ait un autre discours, parce que boire avec modération, dans cette phrase,
buvons avec modération. On entend beaucoup plus boire que modération d'abord. C'est presque une injonction à boire. Et deuxièmement, quand on est avec un certain nombre de facteurs, ils sont multiples, hein, ils peuvent être génétiques, familiaux, professionnels, psychologiques et autres, quand on est vulnérable, on paume la modération. Enfin, vous voyez, c'est comme demander à quelqu'un qui est dépressif de bien vouloir se secouer pour mieux aller. À quelqu'un qui commence à abuser de l'alcool, lui demander d'être dans la modération, c'est un contresens total. Et c'est peut-être, vous me dites comment on fait, ben voilà, d'attirer un peu maintenant le regard de toutes les personnes, 85%, de toutes les personnes qui n'ont pas de problème avec l'alcool, sur les personnes qui ont des problèmes avec l'alcool et ce qui entraîne des problèmes dans leur famille. Pas considérer que ce sont les losers de l'histoire. Notre société encourage l'usage. Notre président de la République, en premier, il a dit « Moi, je bois midi et soir ». On a eu une petite sueur parce qu'il aurait dit « Je bois matin, midi et soir », on eût été embêtés. Mais là, c'était que midi et soir. C'est beaucoup trop à nos yeux, vous voyez, dans le discours de promotion. Mais avec la culture française, un président, le lobby alcool dans les deux assemblées, oui, on a du mal à avoir ce discours de protection. Quelqu'un qui fait... L'alcool, ça donne tous les cancers. C'est comme le tabac, hein, de l'ORL à la vessie, en passant évidemment par le foie, le poumon, etc. Ouais, c'est dur d'être bon vivant et de dire vive l'alcool entre deux chimiothérapies, quoi. Et justement, depuis quelques années, avant il n'y avait pas de traitement, mais maintenant des traitements existent. Quels sont-ils et quels sont leurs effets pour limiter la consommation des gens qui ne peuvent pas la limiter eux-mêmes? C'est 15% de la population française dont vous Alors, nous il y a eu des progrès, en effet, assez tardifs dans cette idée, justement, d'apporter une aide pharmacologique, que tout n'était pas une forme de psychologie des profondeurs et, encore une fois, d'appel à la volonté pour sortir d'une addiction. Ce qui est une bêtise folle, puisque l'addiction se définit elle-même par la perte d'efficacité de la volonté. Bon, mais ça, petit à petit, on va réussir à comprendre. Bon, c'est pas avec les discours actuels, sur un peu de courage, un peu de volonté, on s'en sort. Autant dire à quelqu'un qui a un cancer, écoute, avec un peu de volonté, tu vas pas métastaser, on serait dans le même niveau d'imbécilité. Mais toujours est-il que les médicaments, dont le plus célèbre, entre guillemets, a été le baclofène, et demeure célèbre, nous ont aidés là-dessus pour dire... ben voilà, le plus important dans la volonté, c'est de venir consulter. Après, c'est à nous de bosser. Les années précédentes, c'était plutôt de « vous inquiétez pas, guérissez-vous et on fera le reste ». C'était un peu ça, le discours, vous voyez. Et puis on va se tenir la main pour être sûr qu'on se guérisse quand même tous ensemble. Bon, il y avait un retard terrible du point de vue pharmacologique. Bien sûr, ce n'est pas du 100% comme le souhaitaient les fervents militants du baclofène, mais même si c'est 40, 50 ou 60% à affiner selon les études, c'est merveilleux. On est quand même avec 3 millions de personnes en France qui ont des difficultés majeures avec l'alcool. Et quand je dis 3 millions, pas oublier les partenaires, qu'ils soient femmes ou hommes. Parce que le nombre de femmes en difficulté ayant un trouble de l'usage de l'alcool ne cesse d'augmenter. Les enfants, on a bien vu les histoires avec le confinement où là, la maltraitance des enfants, c'était pas juste mettre un coton dans le nez, vous voyez, pour savoir s'il y a du virus, quoi. Il y avait vraiment beaucoup de maltraitance conjugale et des enfants associés à l'alcool. La violence de l'alcool. Enfin, moi, je veux bien la violence des trafics, vous voyez, mais on parle du cannabis comme si c'était un truc radionucléaire. L'alcool et la violence, c'est une des drogues qui favorise le plus la violence. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, justement, pour que cette violence se déclenche ? La forme de désinhibition que nous connaissons tous, alors ça ne veut pas dire que toutes les personnes, vous voyez, vont être violentes en buvant, hein, mais il y a une perte de contrôle, une désinhibition.
à chaque dîner, les Français peuvent l'observer. C'est une scène caricaturale amusante. Nous faisons un dîner. Au début, nous nous saluons poliment. Nous ne nous connaissons pas. Nous nous présentons avec une certaine réserve. Allez, on fait le film accéléré. Au bout de 2 heures, la personne que vous ne connaissiez pas, mais surtout au bout de l'apéritif, du vin, du digestif éventuellement, vous voyez 2 personnes qui ne se connaissent pas donner des grandes tapes dans l'épaule en se racontant des histoires salaces et en étant, comme on dit, copains comme cochons, quoi. Alors, donc ça change ça. Si c'est de l'humour, très bien. Si dans l'histoire, tout d'un coup, il y a un point de friction qui arrive ou quelque chose qui se désinhibe, c'est une porte à la violence. Et on le voit bien dans les stades où très clairement, les stades de sport, de foot notamment, la violence est associée à la consommation d'alcool. Hein, mais il y a d'autres facteurs pour la violence. Vous pouvez boire et pleurer, vous voyez ce que je veux dire aussi. Il y a bien sûr le terrain sur lequel ça se joue. Il y a aussi ce préjugé qui dit que boire un peu, c'est pas mauvais pour la santé, ou c'est bon pour la santé, le vin rouge c'est bon, enfin des choses comme ça. Oui, alors là, à l'époque, on ne disait pas encore fake news, parce qu'on parle des promotions quand même des années 50, 60, où il y avait même, pour mieux tenir le volant, pour être plus vigilant, où il y avait la nourrice qui était splendide, avec un sein magnifique, un bébé magnifique, puis une autre nourrice, toute dépérie, grise, un pauvre petit bébé rachitique. Vous devinez qui buvait, je crois que c'était du pastis, pour ne pas le nommer, ou je ne sais pas quoi. Il y avait ces affiches-là. Et il y avait scientifiquement, entre guillemets parlant, des études qui disaient 2 verres de vin, ça protège notamment pour les coronaires. Il a fallu attendre une méta-analyse canadienne, pas si vieille que ça, pour voir que c'était mais absolument faux, qu'il y avait peut-être un petit truc, on va dire, entre 40 ans et 40 ans et demi, vous voyez, de protection en manipulant tous les chiffres, pour dire « Ah, on a peut-être un peu moins d'accidents ». Mais tout le reste, c'est une catastrophe. C'est 100 fois plus de problèmes, tous azimuts. Ça n'a jamais protégé de rien le moindre verre de vin. Qu'on dise c'est bon, c'est agréable, qu'il ne faut pas trop en boire parce que justement c'est agréable, ça je peux l'entendre. Mais qu'on dise c'est bon pour la santé et prenez-en tous les jours, c'est une fake historique. Pour réduire la consommation d'alcool, on a vu tout à l'heure qu'il fallait effectivement consulter, être prise en charge. Est-ce qu'il faut un accompagnement psychologique plus général et est-ce que SOS Addiction peut aider les gens qui souhaitent boire moins ? Déjà, nous, à SOS Addiction, c'est d'essayer d'affiner et d'orienter. C'est-à-dire pas être juste un GPS en disant, bah voilà, vous avez ceci, donc il y a un centre, et puis appeler. Donc il y a ce qu'on appelle un counselor, quelqu'un qui écoute et qui voit, qui va appeler, soutenir, prendre le rendez-vous, faire le débrief. Accompagner dans les démarches. Elles ne sont pas si évidentes que ça. Surtout, j'ai envie de dire, pour les partenaires et les parents, quand la personne elle-même ne veut pas consulter. Parce qu'on a quelque chose qui est assez exemplaire, pardonnez-moi, je vais faire une courte discrétion, qui s'appelle le déni, qui est un vrai problème clinique, mais aussi un mauvais regard sur la maladie addictive. Parce qu'on dit, il ment, il manipule, etc. Là où nous sommes admiratifs, entre guillemets, sur la complexité du déni de grossesse. Comment une femme arrive à 8 mois de grossesse avec le ventre plat, ne sachant pas qu'elle est enceinte. Une complexité qui nous interroge. On n'a toujours pas compris que le déni dans les troubles de l'usage, dans les abus, dans les dépendances, faisait partie de la maladie addictive par les transformations. Vous avez des personnes merveilleusement intelligentes, mais qui sont comme les enfants dans le bois de confiture. Mais non, j'ai pas bu. Qu'est-ce que vous racontez ? Ah, comment tu peux penser ça de moi ? Je suis déçu. Qu'est-ce qui se passe dans la tête ? Vous voyez, pour que quelqu'un perde la notion de la crédibilité, de la confiance, mot difficile. Voilà, là, il faut qu'on progresse sur les mécanismes du déni qui est dans le package des addictions. Donc SOS Addiction, c'est aussi pouvoir conseiller les parents, les partenaires, pour dire attention, il ment pas. Je veux dire, c'est comme quelqu'un, encore une fois, dépressif qui vous dirait mais à quoi bon, à quoi ça sert,
que je sois né, à quoi ça sert que je vive encore. Il n'est pas dans un mensonge, il est dans une souffrance. Le déni dans l'addiction, c'est attention, attaquons pas toujours frontalement, parlons un peu du sommeil. Très souvent, les gens consomment pour pouvoir s'endormir ou pouvoir arrêter de cauchemarder, que ce soit le cannabis ou l'alcool, pour l'endormissement, et les tranquillisants et les somnifères, des millions en France. Très souvent, les personnes consomment pour doper leur quotidien, pour pas être timides en public. Combien d'artistes ont ce paradoxe de devoir prendre des substances? Alors, ils sont d'une timidité, d'une créativité sublime. Mais faut le prendre, Bercy, 20 000 personnes, quoi. Donc, il y a des substances, même des personnes, parfois, pour aller dîner, on en parlait, vous voyez, vont boire un peu avant. Pour parler, une jeune fille ou un jeune homme vont fumer ou boire un peu avant. Donc, on est dans tout ça, c'est-à-dire d'essayer de parler sommeil, humeur, relation aux autres, et éventuellement appétit. Beaucoup de personnes se servent aussi de l'alcool pour pas manger, à une période où tout le monde doit être en filigrane, vous voyez, sur Photoshop et compagnie, quoi. Sexualité, on n'en parle pas du tout dans notre pays. Combien de personnes pour se désinhiber, parfois combien de femmes pour supporter la relation avec leur mari ou leur partenaire vont devoir consommer pour pouvoir avoir cette relation sexuelle. Sexualité et drogue, alors que c'est un des trucs dont on parle le moins en France. C'est étonnant. On est un pays très pudique pour continuer de se tuer en silence. Et comment peut-on amener une personne qui a des problèmes d'alcool, justement, à consulter? Comment ça se passe quand quelqu'un arrive chez vous? Elle arrive de son plein gré. Si elle arrive chez moi, c'est déjà ça. Oui. En tant que médecin, je dirais ce premier Quel pas. Quel est le chemin pour aller chez vous? Mais en ce qui concerne le chemin, généralement, c'est pas trop insister, encore une fois, frontalement sur les méfaits de l'alcool, en disant « faudrait que t'arrêtes ». Ça, généralement, c'est fichu. Mais non, je bois pas trop, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas vrai, puis j'ai pas envie d'arrêter. Donc, c'est de pouvoir faire ce qu'on pourra appeler, que vous connaissez sûrement, de la communication non violente. C'est pouvoir dire « moi, je suis inquiet ». Voilà. Voilà ce que j'ai observé. Partir de son observation, sans agresser l'autre, en disant « voilà ce que je ressens, moi. Moi, je suis inquiet, je dors pas bien. Je sais pas toi comment tu dors, mais moi, je dors pas bien parce que j'ai l'impression... que tu t'éloignes, qu'éventuellement, parfois, il y a ceci qui me choque, même du point de vue santé. Tu sais, j'ai fait des cauchemars en pensant que j'allais te voir à l'hôpital. Je suis inquiet, ou je suis inquiète. Vous voyez, partir de ça. Et d'essayer d'engager un peu, encore une fois, sur le sommeil, sur l'humeur, sur la relation à l'autre. Pas frontalement sur « tu bois trop ». Si on commence par « tu bois trop » ou « faut plus que tu boives », c'est fichu. D'amener quelque chose, si vous voulez, qui montre que vous avez éventuellement un ressenti, une inquiétude, mais vous êtes là pour aider, vous voyez. Alors que la personne qui est addicte, qui est dépendante, elle a un souci énorme, c'est qu'elle est dans sa solitude. Et si quelqu'un vient la chercher agressivement parlant, ça va être compliqué, quoi. On a vu donc il y avait Dry January, enfin le mois sans alcool, et pour s'aider, on peut aussi utiliser une application, avoir une courte vidéo, parce que déjà se rendre compte de ce qu'on boit tous les jours, c'est déjà un premier pas vers surtout en France. Voilà. Non, vers ce déni voilà, qui est... L'OMS, encore une fois, dit 2 verres par jour et encore pas tous les jours. Dry January, c'est aussi, vous le faites ou vous le faites pas, vous dites allez, je bois pas en janvier. Alors, pour des personnes dépendantes, pas boire 24 heures, c'est déjà compliqué, donc tout un mois. Mais avant d'être dépendant, il y a une sorte d'épisode dans les feuilletons. Ben, ça permet de voir cette difficulté, hein. On l'a dit, le Dry January, de faire un point tranquille. Pas simplement balayer ça. Enfin, c'est 41 000 morts par an. Je reviens là. Les chiffres, on en est abasourdi avec le virus que tout le monde connaît, le SARS-CoV-2. Mais entre l'alcool et le tabac, chaque année, il y a autant de morts que tous ceux depuis le début de l'épidémie de Covid.
Chaque année. Chaque année depuis, on va dire, le début du 21e siècle, j'allais dire début du 20e, c'est vous dire quand même que je vieillis, quand même là, le début du 21e siècle, on est à 120 000 décès par an avec les 2 drogues légales de l'État. 120 000 décès, voilà, sont les chiffres du ou de la Covid, comme vous voulez, depuis le début, avec évidemment toute l'émotion qu'on connaît. C'est vous dire la banalisation. Alors, il ne s'agit pas de tout dramatiser, mais on peut demander aux parents, par exemple, d'arrêter de faire goûter l'alcool à leurs enfants lors de la communion, de l'anniversaire du grand-père du 31 janvier. Expliquez-moi où est l'urgence à faire, pourquoi pas faire goûter le joint à 8 ans aussi, ou une petite ligne cocaïne, parce qu'il n'y a pas de raison que l'enfant ne participe pas à la fête. C'est ça qui est difficile. Quand vous voyez la mauvaise foi, alors parfois elle est rigolote, je me souviens du ministre de l'Agriculture précédent, Guillaume Didier, vous voyez, qui après une intervention de la ministre de la Santé, qui disait, écoutez, arrêtez l'alcool, le vin, puisque vous nous dites c'est pas un alcool comme un autre, bon, tout se finit dans la même molécule. Et Guillaume Didier, on avait l'impression d'être dans un film d'Audiard, dit « Moi, madame, je ne bois pas de molécules, je bois du vin. » Alors, à la fois, on peut en sourire, mais au fond, 41 000 morts, je suis sûr que les 2 tiers au moins seraient évitables. On parle des mesures barrières à l'heure actuelle. On pourrait avoir des mesures barrières qui sauvent 30 000 personnes par an. Rien que pour l'alcool. Même chose pour le tabac, vraisemblablement 50 000 personnes par an. Notre question, c'est comment peut-on apprendre à le faire et discuter assez tranquillement ? Encore une fois, l'idée, c'est pas mettre tout le monde au couvent de l'abstinence. Parce qu'il y a le lobby quand même de l'alcool qui est extrêmement puissant. Y compris dans nos chambres, l'Assemblée nationale un peu, le Sénat beaucoup. Et comment éviter, vous parliez des jeunes, comment éviter, évidemment, ne pas leur faire goûter du vin ou du champagne très jeunes, oui. mais éviter qu'ils tombent dans l'excès, parce qu'ils sont souvent Le à des fêtes. Exactement, oui. Alors qu'il y a un bel abcès de fixation, pour ne pas parler des adultes, je vous en veux pas là-dessus, parce que c'est aussi un problème. Mais à un moment donné, on avait l'impression que dans ce pays, il y avait que les adolescents qui prenaient de l'alcool. Encore une fois, la majorité des 41 000 morts, c'est pas le binge drinking, mais c'est un vrai souci. Parce qu'on voit bien maintenant que ces trous noirs, ces consommations hyper rapides, quantités folles, abîment le cerveau, quoi. Donc, quels sont les messages, vous voyez, qu'on peut faire passer alors que beaucoup sont à un âge où, quand on est complètement bourré, c'est génial, c'est rigolo. Bon, déjà, ça peut commencer tôt. Il faut apprendre aux enfants à mettre quelqu'un en position latérale de sécurité, à appeler les pompiers et à appeler un adulte de cette personne-là. Déjà, 3 points, ça serait pas mal pour éviter que la personne vomisse dans les bronches et finisse en réanimation. Et apprendre aux adultes aussi pour en parler. On a dit, c'est pas la peine là, en urgence de faire consommer les enfants. Ils feront ce qu'ils voudront quand leur cerveau sera un peu mieux formé, quoi. Mais aussi pouvoir en parler, dire, bon, écoute, tu sors ou un truc comme ça. Je sais, toi, tu vas pas boire. Évidemment, tes copains vont boire. Donc, je vais te dire pour les copains, PLS, pompiers et un adulte que tu appelles si nécessaire. Bon, tu peux le faire même à 3 heures du matin. Tu peux m'appeler. Bien sûr, je vais t'engueuler le lendemain. Mais c'est pas grave, ça, on en reparlera. Mais appelle-moi, montrez qu'on est attentif. Pas genre, ah bon, écoute, va à ta soirée et puis essaye de pas trop boire. Dire, s'il y a ça, voilà ce que tu fais. Et même si on s'engueule un peu après, tu m'appelles. Tu peux m'appeler à 5 heures du matin et j'irai te chercher. Christine, une dernière question ? Est-ce qu'on est pas mal regardé en Afrique? Est-ce qu'il y a une différence dans la consommation d'alcool selon qu'on vive en France, en Europe ou en Afrique? Oui, sur des consommations différentes, en effet, sur bien des points. D'abord, on ne se rend pas compte en France le budget qu'on dépense en alcool qui n'est pas toujours dépensé. Donc, j'ai envie de dire, on n'est pas là, comme avec le président de la République, à parler du château Clark à midi ou le soir, République française, sauf peut-être quelques présidents des républiques du continent africain, d'Afrique. Mais oui, on est plus avec des problèmes de bière,
ne serait-ce qu'en quantité massive, souvent mélangée à quelques substances locales dérivées alors du cannabis ou de productions différentes. Si on va jusqu'à Madagascar pour l'Afrique, ben voilà, il y a des productions locales qui sont aussi intéressantes. Et on est là avec un truc un peu plus diabolisé quand ça va mal. Donc il faut tenir compte aussi de ces différences d'approche dans les messages. Il n'y a pas, je déteste les métaphores, genre la personne qui me dit mais j'ai un singe sur l'épaule, ou Mr. Jekyll, enfin Dr. Hyde et Mr. Jekyll, ou je ne sais jamais dans quel sens, c'est terrible. Non, essayons d'être précis avec un discours adapté, parce que les consommations sont quand même différentes. On n'a pas la table dressée comme ça, ou les soirées entre copains avec DJ, là. Il peut y avoir aussi, mais on est plus avec des consommations plus jeunes et plus avec des alcools au début faiblement dosés comme la bière. Merci beaucoup, Dr Loewenstein. Merci pour vos conseils, pour toutes ces informations. Merci beaucoup, Christine. Je rappelle que vous êtes président de SOS Addiction. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci de votre invitation et de votre écoute. Merci. À bientôt. Merci d'avoir suivi Santé Plus et à bientôt.